Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 39 de C'est marqué dans les BPF. Alors nous sommes toujours dans notre bien-aimé Sécu et je suis avec mon compatriote Arnaud. Arnaud, comment ça va ? Écoute, ça va très bien. J'ai trouvé que tu avais commencé cette introduction un peu en mode ASMR, toute douce et tout. Alors d'habitude, c'est plein de dynamisme et tout, quoi. Bah, je vais te dire une confidence, c'est le podcast de tous les dangers parce que mon gamin dort pas très loin. Ah, d'accord, je comprends. Si j'élève un peu la voix, il on se risque réveille. d'être interrompu. Ok, bah écoute, on verra bien. Hein. Mais bon, en général, les BPF, ça a plutôt tendance à faire dormir, donc là, c'est pas mal. Faut pas dire ça à tout le monde. Allez, c'est parti. 6.20. Les substances de référence doivent être appropriées à l'usage auquel elles sont destinées. La qualification et la certification de ces substances de référence doivent être clairement mentionnées et documentées. En cas d'existence de substances de référence officielles issues d'une source officiellement reconnue, celle-ci doit être utilisée de préférence en tant que substance de référence primaire, sauf si cela se justifie pleinement. L'utilisation de substances secondaires est admise lorsque leur traçabilité par rapport aux substances primaires a été démontrée et documentée. Ces substances de référence officiellement répertoriées doivent être utilisées pour l'objet défini dans la monographie correspondante, sauf autorisation contraire de la part de l'autorité nationale compétente. Waouh! J'ai réussi à lire ça d'un bloc. Ouais, c'est un gros bloc en plus. Hein. Ouais. C'est assez intéressant. Moi, ça me fait me poser des questions. Les mecs qui commentent la taille, qui demandent la taille de l'article au lieu de commenter le fond, c'est-à-dire que c'est pas facile. Non, mais le fond, c'est intéressant parce que du coup, bah, en gros, tu vas avoir entre les substances de référence primaire et secondaire, potentiellement, tu as deux fournisseurs différents. Il y en a un chez qui tu vas commander moins souvent. Le jour où tu vas en avoir besoin, peut-être que ça va être plus compliqué. Alors, c'est pas ça. Je crois que substances primaires et secondaires, en fait, ça, je crois. Hein, en fait, si tu veux, c'est de là où vient ta substance. Donc, alors là, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça, hein, mais du coup, une substance primaire, du coup, c'est celle que tu vas acheter, tandis que la secondaire, je crois, hein, que tu vas prendre un morceau de ta primaire pour la mettre en solution et en faire des secondaires, quoi. Ouais. Ah ouais. Putain, bah c'est pas ça que j'ai compris. Pour moi, alors je vois ce que tu veux dire, hein, la notion de primaire et secondaire, où la secondaire, il y a déjà eu une espèce de transformation que t'as faite. Ouais. Mais alors, par contre, à la lecture de l'article, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Et du coup, ça aurait peut-être été bien de le préciser. Alors attends, j'ai essayé de me reconcentrer dessus, hein, mais en cas d'existence de substances de référence officielles, donc là, bah du coup, ça c'est vrai qu'il y a des listes de substances, tu sais, qui sont répertoriées. Du coup, tu commandes les standards. En gros, c'est des standards qui sont bien calibrés, quoi, et du coup, tu les commandes et c'est contre ça que tu testes. Mm-hmm. Donc ça, c'est bon. Tu vois, alors il me semblait que, tu sais, ça se trouve, c'est une que t'as fabriquée toi. Et que du coup tu utilises comme substance de référence, quoi. Je sais pas. Je suis pas assez expert sur le sujet, mais en cas d'existence de substances de référence officielles issues d'une... Est-ce que du coup il y a CTRL F secondaire? Ouais, d'accord. Pourquoi il trouve rien? Avec un S. Ouais, substance secondaire, les deux. Vas-y, je vais chercher. Substance secondaire, bah il y est qu'une fois. Ok. Bon, bah très bien. Ouais.
Bon, alors le contrôle F nous aide pas sur ce sujet, donc effectivement, substance secondaire, il n'y a qu'une seule fois dans le document. Je pense que là, si jamais il y a un auditeur qui est spécialiste dans le sécu et dans les substances de référence, ça serait cool que on ait une petite lumière sur cette substance secondaire. Ouais, moi je me positionnerai pas parce que du coup c'est hors de mon champ de connaissances, mais c'est vrai qu'à la lecture, pour moi, c'était genre comme les sources d'approvisionnement primaire et secondaire, quoi. Mais c'est peut-être pas ça. Ouais, ça pourrait être. Ouais, t'as raison. Ouais, je pense que t'as raison. En fait, c'est non officiel. C'est pas clair. Qui la vend quand même, quoi. Ouais, c'est pas clair et du coup, bah, peut-être que ça va être clarifié dans les paragraphes qui suivent, hein, mais en tout cas, sinon, ça mériterait d'être un peu plus clair. Ouais. Voilà, mon commentaire là-dessus. Pour ce que ça vaut. Allez, 6.21. Les réactifs de laboratoire, les solutions titrées, les substances de référence et les milieux de culture doivent porter la date de leur préparation et la date de leur ouverture, ainsi que la signature de la personne qui s'est chargée de leur préparation. La date de péremption des réactifs et des milieux de culture doit être indiquée sur l'étiquette, de même que les conditions particulières de conservation. De plus, pour les solutions volumétriques, la dernière date de titrage et les titres en cours doivent être indiqués. Ça, c'est pas mal, hein. C'est clair, au moins. Ouais. Il n'y a pas de discussion, quoi. Franchement, c'est vraiment pas mal. Ce que tu dois marquer sur tes trucs, paf, voilà, c'est comme ça. Voilà. 6.22. Si nécessaire, la date de réception de toute substance utilisée pour les analyses, par exemple les réactifs, les solutions titrées et les substances de référence, doit être indiquée sur le récipient. Les instructions pour l'utilisation et la conservation doivent être respectées. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer une identification et ou d'autres contrôles des réactifs lors de leur réception ou avant leur emploi. J'aime bien le « dans certains cas ». Ouais. Bah, c'est peut-être pour les titres en eau, tu sais, où ça peut varier. Non, bah après ça dépend de ta substance. Je pense que ouais, dans certains cas, quoi. J'aime bien aussi les instructions pour l'utilisation doivent être respectées. Alors bon. Je fais n'importe quoi et puis on verra bien si ça marche. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est marrant que ça soit précisé, mais bon, c'est bon. On doit respecter les instructions. Ok. Jusque là, tout est normal. 6.23. Les milieux de culture doivent être préparés conformément aux exigences du fabricant, sauf justification scientifique contraire. La performance de tous les milieux de culture doit faire l'objet d'une vérification avant leur emploi. Ok. Pas grand chose à dire. Ça c'est parce que ça c'est marrant. Bah ouais, pas grand chose à dire, mais c'est marrant parce que c'est vrai qu'effectivement, imagine ton milieu de culture il fonctionne pas et du coup tu les utilises. Enfin tu sais en gros il est trop. Enfin il y a il y a un truc qui fait que ça pousse pas, les bactéries poussent pas. Du coup tu les utilises pour tester ta prod. T'as pas vérifié avant. C'est bon, tout est stérile, pas de problème. Et en fait non, c'est juste ton milieu de culture qui est merdé quoi. Et comment tu le testes du coup? Alors là pour moi j'y connais rien mais. Un test de fertilité. Donc c'est décrit, il y a une procédure et du coup tu dois ensemencer avec certains types de bactéries tes milieux de culture pour vérifier que ça se cultive bien quoi. Enfin que mais du coup c'est un test destructif non? Ou pas? Ouais, bien sûr. Donc tu fais un échantillonnage de tes milieux de culture et ok, d'accord, très bien. Normalement t'as des tests de fertilité et des tests de stérilité sur tes milieux de culture il me semble. Ok. Alors 6.24. Les milieux microbiologiques et les souches utilisées doivent être décontaminés selon une procédure standard et éliminés de manière à prévenir toute contamination croisée et rétention de résidus. La durée de conservation des milieux microbiologiques doit être définie, documentée et scientifiquement justifiée. Okay. C'est marrant, il y en a quand même un paquet là, des petits articles sur les. Ouais, c'est vachement précis. Sur les microbiologiques, hein. Et ils sont entrés pas mal dans les détails. Alors que du coup, t'as l'annexe 1 derrière qui rentre après dans les détails de plein de trucs, quoi. Bah, tu diras, après, c'est normal parce que du coup, finalement, les milieux microbiologiques, tu les utilises même dans d'autres cas que les produits stériles, quoi. Ouais, clairement. Mais au moins, ça a le mérite d'être clair, quoi. Enfin. Et il n'y a pas trop de challenge, enfin voilà quoi, c'est comme ça et tu vois, il n'y a pas trop d'interprétation, je trouve que c'est assez clair. 6.25.
Les animaux destinés au contrôle des composants, matières premières ou produits finis doivent être, le cas échéant, placés en quarantaine avant leur utilisation. Ils doivent être gardés et surveillés de manière à s'assurer qu'ils conviennent bien à l'utilisation prévue. Ils doivent être identifiés et faire l'objet d'un enregistrement approprié retraçant l'historique de leur utilisation. C'est extrêmement bizarre comme paragraphe. Ouais, c'est des animaux objets, quoi. Ouais, c'est ça, c'est les animaux objets, ouais. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, malheureusement, mais... Faut t'assurer des conditions de conservation et de manipulation des animaux assurent la reproductibilité et justement éviter les faux positifs et les faux négatifs sur tes tests, quoi. Ça doit être méga chaud, hein. Comment tu fais pour t'assurer que la manière dont les animaux sont conservés permet de t'assurer qu'ils conviennent bien à l'utilisation prévue? Franchement, à démontrer et tout, j'y connais rien du tout, mais c'est méga chaud, quoi. Et puis t'avais aussi un autre truc que je sais pas marqué là, mais c'est vrai que t'as le sushi. Enfin, il y a un truc qui m'a toujours fasciné aussi, c'est le sushi. Je sais pas si t'as déjà vu ça, le sushi de bactéries là, où t'as les bactéries identifiées avec un TCC, avec un numéro de souche, etc., conservé à moins 80, etc. dans l'entreprise. Ouais. Enfin, quand il réfléchit, c'est vrai que c'est quand même un sacré bazar à gérer. Il y a des personnes qui gèrent ça un peu comme ça. Enfin, ça existe, quoi. Bah ouais. Non, mais carrément. Parce que c'est vrai que là, il parle des animaux, mais il y a aussi, du coup, les bactéries utilisées pour tous les tests. Faut le conserver, faut le maintenir, quoi. Ouais, clairement. Et programme de suivi de la stabilité. 6.26. Ah, ça va être intéressant. Après leur mise sur le marché, la stabilité des médicaments doit être surveillée selon un programme approprié, continu, permettant la détection de tout problème de stabilité. Par exemple, tout changement du taux des impuretés ou du profil de dissolution, relatif à la formulation du produit dans son conditionnement final. Ok, donc là ils introduisent c'est quoi un programme de suivi de stabilité, quoi. Ouais, et dans son conditionnement final, ça c'est aussi très intéressant, hein, parce que du coup effectivement c'est comme ça qu'il doit, c'est dans le blister et dans la boîte, donc ça pareil, ça prend de la place. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une énorme cause de rappel, ça. Il y en a encore rien là, il y a 2 semaines, un produit anticancéreux qui s'est fait rappeler à cause d'un problème de dissolution. La dissolution, je suppose c'était 24 mois. Elle est beaucoup trop, elle était trop longue, du coup, rappel. Et du coup, je sais pas s'il le précise là-dedans ou pas, mais tu fais des stabilités pendant combien de temps? Pendant toute la durée de vie de ton produit? C'est-à-dire, dès qu'il est périmé, t'arrêtes de faire la stabilité du lot ou Je suis pas sûr, et je crois que c'est marqué après. D'accord. On verra si c'est marqué après. ouais, carrément. 6.27. L'objet du programme de suivi de la stabilité est de surveiller le produit pendant toute sa durée de validité et de déterminer s'il est et si on s'attend à ce qu'il reste toujours conforme aux spécifications définies dans les conditions de stockage indiquées sur l'étiquetage. C'est un peu la même chose que juste au-dessus, non? Ouais, mais sauf que là, ils disent bien c'est durant toute sa durée de validité. Si ça répond un peu à la question d'avant. Ouais, après, du coup, il y a aussi un petit biais souvent, c'est que il y a les conditions de stockage qui sont préconisées, mais est-ce que les gens ils stockent vraiment leurs produits dans ces conditions-là, quoi? Oui, tu vas voir dans le sac à main de n'importe quelle femme ou homme, et du coup tu vas trouver un blister de comprimé qui se balade au fond du truc avec une alvéole un peu percée et le comprimé qui est toujours dedans. Ouais, c'est ça. Et puis quand t'as mal à la tête, tu dis tu le prends quand même. Ouais, mais après c'est normal qu'il faut le faire. Du coup, il faut quand même le faire dans les conditions normales, quoi, pour éviter de tout litige, quoi. Ouais, mais ça n'évite pas tout litige. C'était ça ma remarque. 6.28. Ces dispositions s'appliquent principalement aux médicaments dans leur conditionnement final, mais il peut être envisagé d'inclure également des produits vrac dans ce programme. Par exemple, quand un produit vrac est stocké pendant une longue période avant d'être conditionné et ou expédié d'un site de production vers un site de conditionnement. L'impact sur la stabilité du produit conditionné doit être évalué et étudié dans les conditions ambiantes. De plus, le programme doit inclure les produits intermédiaires qui sont stockés et utilisés pendant des périodes prolongées. Les études de stabilité sur les produits reconstitués sont menées pendant la phase de développement et ne nécessitent pas de programme de suivi de la stabilité. Cependant, si nécessaire, le suivi de la stabilité des produits reconstitués peut également être réalisé. Ok.
Alors, comment tu fais pour faire ton programme de stabilité sur un vrac? Est-ce que tu gardes, je sais pas si c'est des tonneaux de 200 kilos, tu gardes un tonneau? Ou tu prélèves un échantillon et tu mets dans un bocal, ou tu vois, enfin, parce que du coup, c'est pas tout à fait les mêmes conditions, quoi. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais un vrac et puis du coup, je ferais des piquages au point représentatif du vrac, quoi. Donc, tu vois, chaque coin plus le milieu, etc. Et puis, du coup, tu testes ça après 1 an, quoi. Mais du coup, c'est pas un programme de stabilité, quoi. Tu le fais une fois pour la validation de stockage. Ouais, alors que là, ils te disent quand même, c'est pas la validation de stockage, là. Franchement, je me demande qui s'est fait épingler pour ça un jour, quoi. Bah, tu sais, les sites qui font juste le vrac et qui l'envoient pour conditionnement, je sais pas. Bah là, du coup, tu valides le transport et puis après, une fois que le comprimé il est en blister, bah c'est la date de péremption qui part, quoi. Donc effectivement, ouais. Ça se trouve, t'imagines, ouais, en fait, t'as 1 an entre la fabrication, ça serait fou, mais bon, t'as 1 an entre la fabrication du blister et le conditionnement secondaire. Du coup, les mecs, pendant le programme de stabilité, ils le mettent dedans, puis ils le mettent d'abord en blister, et puis après, au bout d'1 an, ils le mettent dans une boîte, et ils le laissent. Bah, pourquoi pas, hein. Après, alors c'est pas de la pharma, mais moi j'ai déjà vu sur un site Cosmeto où c'était comme ça, hein. Il y avait des vracs qui étaient stockés pendant plus d'1 an. Avant d'être conditionné, hein. Ouais. Donc pourquoi pas, hein. Pour des médicaments, peut-être que c'est moins le cas, mais. Encore une fois, là, pour moi, le vrac stocké est comme ça. Moi, je ferais une validation de stockage sur la durée, la période, et puis une fois que tu as validé ton stockage dans un conteneur dans ces conditions-là, c'est bon, quoi. Je serais curieux de savoir combien il y a de sites qui font de la programme de stabilité sur du vrac. Ouais, c'est clair. Bon, eh bien pour cet épisode, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était un épisode plein de questions et d'incertitudes. Bah ouais, on a nos limites, hein. Ouais. Non, en tout cas, c'est vrai que ces chapitres-là, on va pas souvent les lire, donc c'est assez intéressant de les lire maintenant, je trouve. Ouais, carrément. Allez, merci à tous de nous écouter et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.